Hello, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Dani. On est très contente de vous retrouver, tous ceux qui nous écoutent, pour notre nouvelle édition de notre podcast For Hope and Freedom. Aujourd'hui, on a le plaisir, l'honneur, le privilège, l'honneur d'accueillir 2 personnes dans notre podcast, Dani. Alors, qui sont ces personnes? Je ne sais vraiment pas. Moi non plus d'ailleurs. Moi non plus, je ne sais pas qui c'est. Mais avant de vous dire de qui il s'agit, on vous rappelle que nous faisons des podcasts pour partager sur des sujets qui sont liés à notre vie de tous les jours ou à la foi chrétienne, afin que nous puissions vivre une vie authentique et que nous gardions l'espérance en Jésus. Alléluia. Bon, ceci étant dit, roulement de tambour pour nos invités. Donc, on a le plaisir d'accueillir Eddie Kensa. Bravo. Yeah. Merci. Bonjour Eddie. Tu sais que normalement, ce qu'on fait, les roulements de tambour et les claps, ça devrait être intégré dans l'édition. Oui, c'est vrai, on va rajouter ça dans nos audios. Bon, bref. C'est pas grave. Donc, du coup, on a le plaisir d'accueillir Eddie. Bonjour Eddie. Bonjour Nelly. Nous sommes très contentes que tu puisses intervenir dans notre podcast. C'est un plaisir pour nous, un privilège. Habituez-vous à la voix de... Ah oui, c'est vrai, parce qu'on a prévu plein de sujets pour lui. Oh là là. Donc, il sera souvent là. Donc, et on a aussi Raoul qui est avec nous. Bonjour Raoul. Bonjour Nelly. Ça va? Oui, ça va Oui, très ça bien. va très bien. merci. Bon, on a le plaisir aussi et l'honneur de t'accueillir à notre podcast. On va prier avant de vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et on va commencer notre podcast. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous permets de pouvoir échanger sur ce sujet aujourd'hui, qui est pour nous très important, et nous croyons que ça l'est aussi pour toi. Nous prions que tu glorifies ton nom au travers de nos échanges au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais laisser Eddie et Raoul se présenter. On va commencer par Eddie. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais, ton statut, qui est très important? Tu n'as pas encore dit de quoi on va parler. Ah oui, je l'ai toujours pas dit. Ça arrive. Bon, vas-y, dis-nous tout, Eddie. Je m'appelle Eddie Kensa, j'ai 27 ans, je suis consultant en informatique. D'accord. Je vis à Torcy dans le 77 en Seine-et-Marne. Mon statut, je suis marié depuis bientôt 1 an à une merveilleuse épouse qui s'appelle Laetitia. Wow. Et à qui je fais un gros bisou depuis le podcast. C'est super, merci beaucoup Eddie. Raoul, dis-nous. Et moi, c'est Raoul Simo, j'ai 30 ans, je suis consultant informatique Décidément. aussi. Ah, ça, On n'a pas fait exprès, les amis. c'était pas prévu. Je suis chrétien depuis environ 5 ans maintenant. Je vais à l'église de Paris Métropole et je suis célibataire. D'accord, ok. Bon, j'ai insisté tout à l'heure sur le statut parce que notre sujet est très important. Donc, on va partager sur ce que veulent et pensent les hommes. Donc, l'objectif de notre podcast aujourd'hui, c'est de faire parler les hommes. Parce que moi, j'ai remarqué que les femmes parlent beaucoup. et qu'on entend plein de choses dites par les femmes tout le temps, mais pas très souvent des hommes. Donc, c'était l'objectif aujourd'hui d'entendre des voix d'hommes parler sur des sujets qui les concernent eux-mêmes. Oui, qui nous concerne. Et qui nous concernent aussi, c'est vrai. Mais que ce soit des hommes qui en parlent et pas des femmes qui supposent et qui disent des choses, etc. Et le sujet est pour nous important parce que, bon, le mariage, c'est un sujet qui touche tout le monde ou presque et qui importe à tout le monde ou presque. Et ça détermine beaucoup de choses dans la vie des gens. Et en particulier dans le cas des sœurs, les sœurs sont souvent très pressurisées par rapport au mariage. Ça cristallise souvent les conversations. Ouais, de plusieurs. Et que ça conditionne aussi les comportements des gens, notamment des sœurs. Typiquement, avec Dani, on a posé la question. Tu avais posé quelle question J'avais demandé aux sœurs de savoir est-ce que vous vous comportez différemment? Est-ce que vous vous comportez différemment dans un environnement mixte que vous serez comporté si vous étiez entre filles, par exemple? Et il y a plusieurs retours. Enfin, moi, de mon expérience personnelle, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs fois où j'ai senti que je n'étais pas moi-même à cause du contexte. Et oui, plusieurs sœurs qui disaient oui,
on est différent, on peut pas forcément toujours tout dire. Ça dépend aussi de la proximité ou de comment est-ce qu'on connaît les personnes qui sont dans le groupe. Je posais la question de savoir est-ce qu'on peut parler de tout, est-ce que oui, on se sent libre d'exprimer son opinion sur des sujets un peu sensibles, notamment des sujets de partage des rôles, des tâches. C'est des sujets en général, même les frères sont un peu frileux, tu vois. À discuter de ça. Alors qu'elles n'en pensent pas moins dans nos groupes de filles. Les idées sont arrêtées, on ne fait pas ci, on partage comme ça, on ne fait pas ça. Mais avec dans une discussion du coup, on ne dit plus rien. Est-ce que vous avez cette impression, du coup, Raoul et Eddy, vous avez l'impression que quand vous êtes avec des sœurs, elles se comportent d'une certaine façon? Est-ce qu'elles sont fausses ou pas? Je sais pas. Hein. Est-ce que vous avez l'impression que les sœurs se comportent différemment quand les hommes sont là? Ou est-ce que même les hommes se comportent différemment? Moi, je sais parce que je suis que ça peut arriver. Et, Digo, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout. Moi, je pense effectivement que ce n'est pas que les sœurs. Je pense que les hommes aussi se comportent d'une manière différente quand on est dans un milieu mixte. Le sujet dont tu en as parlé impacte beaucoup cela. Je pense aussi que, comment on le vérifie en fait? Déjà, nous, entre frères, quand on est ensemble, en fait, il y a des choses qu'on se dit, qu'on ne peut pas se dire en milieu mixte. Même. Et aussi, je pense aussi que... Mais pourquoi est-ce que, à ton avis, c'est le cas? Pourquoi est-ce que on est... Enfin, déjà, j'ai une idée pour les filles, mais pourquoi est-ce que les frères ne sont pas eux-mêmes? Surtout que c'est vrai qu'on la main, il y a des frères qui ne se gênent pas pour nous dire que la pression est plus sur les filles, qu'un frère a plus de latitude dans ses opinions, dans sa manière d'être, parce que de toutes les façons, il y a plus de sœurs qui veulent se marier que de frères. Mais du coup, qu'est-ce que tu en penses, Eddy, et surtout comment tu expliques le phénomène? Est-ce que tu es d'accord que les frères aussi sont différents? Excellente question, Dani. Je suis partagé dans la mesure où je pense que il y a une part de vrai dans le sens où c'est des deux côtés. Les sœurs adaptent leur comportement dans les conversations parce que il y a des choses qui peuvent concerner chacun son intimité. Les frères également vont aborder des sujets mais en étant prudents parfois ou dans une certaine extrémité. Après, je crois qu'il y a un gros facteur qui n'est ni lié aux hommes ni aux femmes, mais qui est lié à la culture. C'est-à-dire qu'il est au milieu dans lequel on est, que ce soit dans un cadre associatif, que ce soit dans un cadre culturel, dans le cadre de l'église ou dans un cadre professionnel. Donc il y a une adaptation qui est liée au contexte aussi et qui fait que les sujets que les hommes vont aborder avec plus de liberté, par exemple lors d'une soirée barbecue ou lors d'un bowling, ne vont pas être pareils que lorsqu'on se retrouve en milieu associatif, par exemple dans l'AGBE, un groupe qu'on connaît tous les quatre, ou lorsqu'on se retrouve à l'église au sein d'une unité biblique. Donc il y a pour moi c'est le deuxième facteur, ou plutôt le troisième facteur, hormis le camp des hommes et le camp des femmes. Il y a un contexte culturel qui vient poser une sorte d'environnement dans lequel on peut dire certaines choses, être bien vu, et dire certaines choses et être moins bien vu. D'accord. Après, je me demande s'il n'y a pas aussi, c'est pas juste humain de ne pas vouloir en général sortir de la norme par ses prises de position ou par ce qu'on pense. Sauf que qui définit la norme? Enfin, on ne sait pas qui définit la norme. Je me demandais aussi si ça ne dépendait pas aussi de la proximité de tout un chacun. On se sent plus libre de dire ce qu'on veut dire, de laisser s'exprimer sa personnalité en face des personnes dont on est proche. En fait. Ce qui n'est pas faux. Mais est-ce qu'il y a pas aussi le côté où on a peur d'être pareil, jugé, catégorisé, oui, mis au placard? Une sœur qui dit par exemple qu'elle n'aime pas faire à manger, elle dit ça devant des frères. Bon,
Surtout qu'en général, les frères, en fait, ils parlent entre eux. Et souvent, quand un frère est intéressé par une sœur, il a souvent la bonne ou la mauvaise intention, je sais pas, d'en parler à un ou deux autres frères pour avoir le témoignage de la sœur. Et je pense que peut-être inversement, ça se fait aussi. Je pense qu'en milieu chrétien, on essaye quand même de garder un témoignage entre nous. Je sais pas si c'est une bonne attitude, une mauvaise attitude. Quelqu'un en soi, ce sont des faits en fait. Ouais. Et après, je ne sais pas si c'est normal, comme je reprends le cas de la cuisine parce que c'est assez simple. Une sœur qui n'aime pas faire à manger ne le dira jamais. Parce que, alors que dans la vérité de sa vie, elle n'aime pas. Qu'elle se marie. Peut-être qu'elle sera la première à souvent aller faire à manger. Oui, peut-être, mais elle même dans les contextes où on dit voilà, il faut faire la cuisine. Ça va être sûrement elle qui va être genre parce qu'elle se sent la pression de oui, voilà. Alors que au final, est-ce que c'est légitime ou pas, je sais pas. Bref, de toutes les façons, il y a des choses que les sœurs se disent quand elles sont entre elles, choses que les frères se disent quand ils sont entre eux, mais ça ne se dit pas dans un contexte mixte. On sait pas, je pense que c'est naturel. Je crois qu'il faut peut-être aussi veiller à ce que à quand même être soi-même. Je crois que même qu'on le veuille ou qu'on le fasse de manière intentionnelle ou pas, on essaye naturellement de se conformer à un groupe auquel on adhère. On ne parle pas ici de vous conformer pour aussi être présent, mais enfin, on essaie de se conformer à un groupe qu'on adhère. Ça peut être un groupe de frères centrés, ça peut être un cercle d'amis de randonnée, quelle que soit la situation, c'est naturel, mais je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Cela dit, sur du coup ce sujet du mariage, je crois que il y a beaucoup de choses que les sœurs se disent qu'elles ne se sentent pas libres de dire publiquement dans un milieu mixte, et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Parce que du coup, c'est un cadre fixe, on est volontaire pour le faire. Et ça peut nous permettre aussi de casser certains mythes ou idées reçues sur ce qu'on pense que les frères veulent ou veulent pas, alors que c'est pas vrai. Par exemple, un des critères qui tombe souvent, c'est d'être la fille canon, qui est toujours bien habillée, toujours bien sapée, bien maquillée, tout ce qui va avec. Donc le critère physique. Est-ce que pour vous trouvez que c'est un prérequis quoi pour une sœur d'être toujours canon, une sœur qui est en cabas, je sais pas, qui ne se presse pas, qui attends, il y a quand même un âge précis. Oui, j'avoue. Ok, bon, si admettons qu'elle prenne soin d'elle, mais qu'elle ne soit pas la seule, la plus canon, la plus toujours maquillée, la plus toujours bien habillée, toujours en talons, etc. Est-ce que vous estimez que c'est un prérequis? Moi, personnellement, je pense que non, mais je pense que pour certaines personnes, bon, déjà, aujourd'hui, je pense que non. Mais si je regarde mon état spirituel dans lequel j'étais hier au début de ma conversion, je pense que c'était un prérequis. Donc en fait, je veux dire, en fonction de la personne en face, de son état spirituel, de sa relation avec Dieu, il va donner plus ou moins la priorité à certains aspects en fait, notamment, je peux même pas dire, c'est même pas le physique, c'est... Oui, c'est ça que j'allais demander. Pour toi, c'est pas du coup important le physique? Non, là tu as parlé de la présentation, tu n'as pas forcément parlé du physique. Le physique, certes, est important, mais est-ce que la présentation, est-ce que la personne doit être sur son 31 tout le temps? Je pense que ce serait un mauvais critère de choix, surtout que quand tu vas vivre avec la personne sera presque jamais son 31, je veux dire. Ça va son 31 pour les autres. Je suis complètement d'accord. J'ai l'impression que tu confirmes là. Je confirme. Est-ce que c'est le vécu? Non, je pense qu'en fait, il y a deux façons d'approcher le sujet. L'apparence physique est importante pour un homme. J'insiste dessus. C'est vrai. Elle est importante pour un homme pour plusieurs raisons. L'une des premières raisons, c'est que physiologiquement, un homme est attiré par le corps d'une femme. Le corps d'une femme est plein de rondeurs, d'angles. C'est beau, c'est bien designé. Le nôtre, c'est brut. Je pouvais parler avec des mots simples. Donc, pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait cette tension sexuelle. Il faut qu'il y ait cette attirance physique. Je pense que c'est un aspect qui est important pour l'homme. Et
Et du coup, l'aspect qui va venir ensuite jouer dessus, ça va être le caractère. Et quand il y a le combo gagnant des deux, en général, on a au moins un premier contact. Quand on parle d'une relation où l'un serait ouvert à se mettre en couple avec quelqu'un, le physique joue un rôle clé. Donc, excuse-moi de te couper, donc on peut conclure pour dire que c'est quand même important le physique. Mais pour moi, c'est même pas quand même, c'est important le physique. Maintenant, il y a deux extrêmes derrière cela. Les deux extrêmes, pour moi, c'est simplement de dire, si la sœur est en train de s'habiller pour séduire, et donc à un moment donné se dénature, ça va aussi se voir. Et ça peut plutôt la desservir plutôt que d'être en sa faveur, dans le sens où quand tu en fais trop, en fait, ça gâte tout. Il y a l'autre extrême de celle qui se néglige complètement, et ce qui peut être lié plutôt à une dévalorisation déjà de soi. Et là, ce qui fait que elle se néglige dans son apparence physique, alors que réellement, elle peut être très belle si elle se présente simplement et se soigne. Donc, c'est ce sujet, du coup, quel est le conseil que vous pouvez donner sur l'apparence physique? Parce que il y a tous les prismes. Il y a le prisme, du coup, tu as dit, de celle qui ne prend pas forcément soin d'elle. Il y a le prisme de celle qui pense que c'est vraiment son meilleur atout pour séduire. Et aussi, on vient aussi d'un contexte culturel où nous, les jeunes filles, on nous a appris que tu ne dois pas t'habiller ou t'apprêter pour attirer le regard. Donc, moi, je me souviens, en plus, même dans l'éducation, même scolaire, le fait qu'on regardait est-ce que vous avez les vernis, est-ce que vous avez mis le noir, est-ce que vos boucles sont pendantes. Contexte africain, culturel aussi à préciser aux éditeurs. Contexte culturel africain. Mais du coup, je dirais même plus que africain, plus que camerounais, même de certaines cultures camerounaises qui veulent que la femme compte beaucoup sur ses valeurs intérieures, ce qu'elle sait faire, ce qu'elle peut apporter dans un ménage, et qu'on grandisse avec plutôt le prisme de se dire, c'est sur ça qu'il faut miser, et que du coup, on rencontre des sœurs qui sont déséquilibrées, qui trouvent même que c'est peut-être pas bien de prendre soin de nous, qui ne voient pas ça. Du coup, je voulais savoir quel était le conseil. Mon conseil, il est d'emblée le suivant. Il faut restaurer ce que la culture a déformé immédiatement, pour la simple et bonne raison que le regard qu'on a sur soi est hyper important, et c'est ce regard qu'on renvoie à l'autre. En réalité, une femme qui ne prend pas soin d'elle, elle commet une grave erreur en fait. Moi, je pense que les sœurs ne doivent pas que miser sur l'atout intérieur. Elles doivent miser sur l'atout intérieur et extérieur aussi, parce que je crois au jeu de la séduction. Et il est clairement justifié bibliquement, le jeu de la séduction. Dis-nous plus. Dis-nous en plus. Le jeu de la séduction. Oui, j'utilise des termes qui peuvent être acceptés par d'autres ou contredits, mais je crois au jeu de la séduction dans le sens où ce n'est pas une séduction pour posséder et dominer, mais une séduction pour suggérer. Et exactement comme les animaux dans la nature, nous fonctionnons pareil. Et donc, la femme a cet atout de se parer, d'être belle. On décrit l'Église comme l'épouse de Christ. On voit comment, quand Dieu parle d'Israël, la décrit, je t'ai paré, etc., d'ornements, etc. C'est la même chose dans la vraie vie. C'est-à-dire que la femme doit prendre sur elle de montrer sa beauté physique. Et c'est une partie d'affirmation de soi qui est importante dans ce jeu de la séduction et qui parle à l'homme. Dans la mesure où une femme qui se trouve belle est belle. Une femme qui se trouve belle est belle. C'est pas mal ça. C'est beau. En fait, les hommes sont marqués, et j'aime envie de dire attirés par des femmes qui ont cette assurance en leur beauté. Et ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec la longueur des cheveux. Ça a tout à voir avec le « je sais ce que je vaux, je l'assume ». Et ça fait que quand un homme s'approche d'une femme, elle peut avoir son style qui peut être digne, déchiré, mais elle a une coiffure peut-être sur la tête qui est très tendance, et elle assume pleinement. Et c'est ce détail-là qui fait le déclic en réalité. Mais si elle ne le montre pas,
elle paiera quelque chose, littéralement. Ça, c'est mon point de vue. Ah, qu'est-ce que tu en penses, Raoul? Tu peux répéter la question? Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il a dit sur l'importance du physique pour une femme? Oui, je suis tout à Quel fait conseil d'accord tu pourrais avec donner? Eddy. Je pense que, honnêtement, oui, le physique est important. Le conseil que moi je donnerais, c'est ça, en fait, d'être... bon, si j'utilise le mot naturel, on ne comprendrait peut-être pas ce que je veux dire, mais Explique. il faut rester dans la sobriété, pour moi, et dans la décence, en fait. Je veux bien que je pense qu'une femme qui est jolie, ça se voit. Une femme qui est belle, ça se voit. Qu'elle soit en kaba, comme tu disais, ou je sais pas trop quoi, mais qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle reste dans la modestie et dans la décence. Donne-nous des exemples, frère, de descendre dans le concret. Oui, c'est ça, parce que j'avais de trucs pas décents, par exemple, qu'on peut faire. Vraiment, selon toi, une fille pas décente, c'est une fille qui est habillée comment? Non, pas qui est habillée comment. Quels sont les trucs les vêtements que les sœurs portent? Après, c'est ou vraiment... peut-être le maquillage, même aussi, ça pourrait être. Mais c'est vraiment un avis personnel. Oui, et c'est assumé. Mais des fois, on n'a pas le courage de demander, ou on a peur du fait que ça va nous faire... Complètement. Si on dit que c'est pas bien, mais je trouve que c'est important. Quand tu parles de décence, est-ce qu'il y a des choses, des vêtements que les sœurs mettent que tu trouves pas décent, ouais. Ah ah. Tu as peur de t'afficher là. N'avais pas prévu ça. Mais c'est complètement personnel comme avis, hein, et tu as le droit d'avoir un avis qui est tien. Quoi. Ouais, c'est totalement personnel. Ce serait compliqué à décrire, mais pour faire simple, je pense que la décence, si je dois le définir en quelques mots, ce serait un habillement en fait où on voit tes formes le moins possible, en fait. D'accord. Donc les leggings serrés là. Non, il faut porter le kaba, quoi, parce que c'est le seul habillement où on ne voit pas vraiment tes formes. On ne voit pas, oui. C'est le vêtement descend à soi si tu veux, mais après, je vais dire, on est dans une culture, on vit avec son époque, on vit avec sa culture. Je pense que, bon. Toi, ton idéal, ce serait le kaba, genre. Non, c'est pas que mon idéal. Je pense qu'il y a des pantalons de femmes, j'en ai vu des pantalons de femmes qui sont décents, j'en ai vu des hauts qui sont décents, mais en général, c'est vrai que les vêtements des femmes sont toujours plus proches du corps que les vêtements d'hommes. On va dessiner un vêtement, un pantalon de femme, un pantalon d'homme, celui de la femme sera plus proche du corps. On va savoir pourquoi. Mais je pense qu'il y a quand même des vêtements de femmes, c'est-à-dire des pantalons qui sont amples, décents, et des hauts ou je sais pas trop quoi, quel autre vêtement, mais bon, ça c'est classique. Ok. Oui, on ne voit pas la poitrine, mais quand je discute souvent avec certaines sœurs, je pense qu'elles sont arrivées souvent à un niveau où elles se disent tant qu'on ne voit pas des parties de mon corps, ça va. On peut ne pas voir des parties de ton corps et ton vêtement est tellement proche de ton corps et tellement suggestif que ça revient au même corps. C'est pas tout à fait pareil, mais ça revient presque au même. D'accord. Ok. Bon, mais on peut peut-être avancer sur un autre point. Juste un petit complément par rapport à qu'est-ce qui est décent ou pas. Je pense qu'il y a deux aspects à regarder. Le premier aspect, c'est quelle est mon intention quand je m'habille pour une sœur. Quelle est mon intention? Si on est à une soirée party avec des copains, copines, où on sait qu'on se lâche, je peux porter un certain type d'habit, entre guillemets, quote unquote, plus léger, que si je suis dans une réunion bien organisée, bien formelle. Donc, il y a la question de l'intention déjà qui est importante pour moi. Et puis, le deuxième point, c'est je suis à l'écoute. Moi, je pense que quand tu t'habilles, tu vois comment tu es. Même tes copines te donnent un avis sur ton habit. Et elles te disent, oui, là, tu as un peu fait fort, etc. Je pense que quand l'amour aussi, la première motivation, tu t'habilles de manière décente et tu sais que ce n'est pas provocateur. Parce qu'on le voit dans la société, comment les stars sont habillés, comment les modèles sociaux, en tout cas les artistes, etc., sont habillés. Si c'est pour... et la publicité ne nous aide pas non plus. Donc, si c'est pour...
croire qu'en fait, parce qu'on ne voit pas tes parties intimes, mais tu as porté un moulant qui est compliqué, et croire que ça va passer comme une lettre à la poste, non, forcément non. Et puis, il y a une autre démarche aussi que je voudrais aborder dedans, c'est la démarche de l'homme, et ça peut être bien dans l'autre sens, parce que les hommes aussi peuvent s'habiller de manière très sexy, un torse tellement ouvert, on n'en parle pas beaucoup, mais ça existe aussi. Ou des pantalons très serrés. Ou des pantalons très serrés, et les sœurs ne sont pas aveugles dans les yeux, comme tout le monde. Et du coup, là, je pense qu'en milieu chrétien, on entre nous, faut se le dire, il faut avoir le tact, peut-être, de prendre la personne en aparté quand la réunion est finie. Et de dire, ouais, Nelly, en fait, tu sais, j'ai galéré à pouvoir prier tout à l'heure et intercéder. Mes yeux se baladaient partout parce que je n'arrivais pas à supporter peut-être ton habillement. Ce n'est pas contre toi, mais je me suis senti mal à l'aise. Et dit de cette façon, la personne comprend, parce qu'il faut comprendre, on n'est pas tous sur le même niveau de maturité. Tu peux même avoir 5 ans dans la foi, mais Dieu est encore en train de travailler ton vêtement. Donc, il faut être OK avec le fait que la personne est à l'écoute, partie d'une bonne intention, en fait, c'est tout. Ouais. Voilà. OK. Je vais juste préciser que ce serait quand même complexe, je ne trouve. Aujourd'hui, je ne crois pas qu'un garçon puisse dire une fille, puisse dire à une sœur que tu m'as troublé. Mais c'est ça. D'où l'intérêt du podcast. D'où l'intérêt du podcast. On puisse percer ses abcès. Je pense que ça vaut vraiment, le sujet vaut vraiment un podcast. Je pense aussi. On a beaucoup discuté aussi entre sœurs de comment est-ce qu'on gère le problème de décence et d'indécence dans les groupes mixtes avec amour. Et on va en reparler. Ne soyez pas frustrés, chers auditeurs. On va en reparler. On va essayer de continuer déjà sur les attentes des sœurs. Bon, moi j'ai eu plusieurs retours des sœurs qui parlaient de la douceur. Ça, c'est le truc qui revient toujours. On ressent un peu comme si la douceur, c'est un peu comme un complexe. Oui. Parce que je sais pas pourquoi, ou peut-être c'est juste le souci de notre cercle, mais j'ai vraiment l'impression que les sœurs sont complexées de ne pas être assez douces parce qu'elles pensent que c'est une attente, je sais pas moi, max des frères. Et du coup, ça nous a vraiment beaucoup marqué. Autant on est d'accord qu'il faut être doux, on a même fait un podcast. Autant on trouve quand même que le stress autour de cette question de douceur est énorme. Je sais pas si vous avez vraiment des attentes de douceur. Et c'est quoi en fait? Est-ce qu'on peut mettre les mots? Est-ce que vous pouvez mettre des mots sur c'est quoi être doux? Être doux? C'est quoi parler doucement? Est-ce que c'est vrai que la douceur c'est attirant? Est-ce que c'est vrai que ça attire tous les mecs? C'est une question. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça nous intéresse. Très bonne question. Je dirais aussi que la question est très bonne, très difficile, parce que là tout de suite, quels sont les mots qu'on a de ça? Mais est-ce que c'est un critère? Oui. Non, honnêtement, je pense que c'est un critère fort chez les garçons, même s'ils ne se le disent pas, ils le connaissent quand même. En général, souvent un garçon te dit, quand ils sont des garçons, elle me plaît bien, mais elle a un fort caractère. Elle me plaît bien, mais ça ne passe pas, j'arrive pas, elle est très autoritaire, elle est ci, elle est ça. Est-ce que avoir un fort caractère, ça veut dire manquer de douceur? À ton avis? Voilà. Une sœur qui a affirmé dans ses opinions, dans sa façon de parler, etc., est-ce que ça signifie qu'elle n'est pas douce? Parce que du coup, ça signifierait qu'une sœur douce, c'est plutôt quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'a pas fort caractère, qui n'est pas affirmé, qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui est oui, béni oui. Non, tu peux avoir des opinions, je pense qu'on peut avoir des opinions très certaines, mais les afficher ou les partager d'une manière différente. Je veux dire, dans le conflit ou quand on n'est pas en accord avec quelqu'un, il y a des manières de faire comprendre à l'autre en fait qu'on n'est pas en accord. Et là, on va voir la douceur de l'un ou de l'autre, et la brutalité de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas qu'un problème féminin, je pense que masculin. Les hommes aussi ont ce problème-là. Merci Raoul. Merci Raoul. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la douceur, on attache quand même un caractère féminin à la douceur? Je n'ai jamais entendu.
Ou très peu. Très peu, c'est on va mieux. dire. Merci. De femmes disent que vraiment j'aimerais un homme doux. Elles disent ouais, j'aimerais un homme qui peut l'idée. Voilà, ça c'est le truc qu'on entend. Ah, tiens, c'est oui. curieux pour moi d'entendre ça. Par contre, elles sont pas à l'aise avec le sujet de la soumission, mais elles veulent un homme qui peut l'idée. Ok. Bon, ouais. nous les sœurs, nous ne sommes pas une contradiction près, comme tu l'auras remarqué. Mais voilà, on dit, je n'entends jamais. J'entends très très peu de sœurs qui disent que voilà, je veux un frère qui est doux. Au contraire, des fois on dit que non, il est mou, il est trop Oui, mou. voilà, il est trop Il est trop mou. Alors que, C'est quand même assez. tout le monde, et je crois que la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Et je ne pense pas qu'il s'adresse pas à des du tout. femmes ou à des hommes. Qu'est-ce que tu en penses, Edith? Je soupire avant de répondre à la question. Je pense que la douceur doit être partagée par les deux parties. L'homme doit être doux autant que la femme doit être douce. Et il faut qu'on enlève cette pression sociale à la femme de devoir être celle qui doit toujours être douce. J'utilise le toujours parce qu'en fait, les femmes ressentent cette pression parce que il y a une partie d'elles qui se dit si je ne suis pas douce, donc je ne suis peut-être plus cette femme idéale qu'on recherchera. Et en réalité, je pense qu'il y a plein de femmes à fort caractère finalement qui vivent finalement leur vie en se disant moi je suis bien comme je suis. Et finalement, si mon mec va m'aimer comme je suis, il m'aimera tel que je suis. Et finalement, la vraie définition de la douceur pour moi, c'est la véritable écoute de l'autre. Ça ne se voit pas dans le caractère, la capacité, à dire ses positions de manière affirmée en public, mais pour moi, c'est la capacité à écouter l'autre et à donner de la valeur à ce que l'autre dit. Pour moi, c'est ça la vraie douceur. J'arrive à mettre les mots dessus. C'est pas forcément parler doucement pour se faire comprendre. Et aussi, je pense qu'un homme qui ne recherche absolument qu'une femme douce, selon ses critères, peut être un homme insecure. Parce qu'en réalité, tu n'as pas forcément besoin que ta femme soit douce pour sentir que tu peux être libre de partager ton opinion sans qu'elle puisse te juger. Et je crois que c'est là le vrai point en fait. Amen. On ne doit pas être insecure. Ta femme peut être forte de caractère, mais tu sais comment lui parler, elle sait t'écouter. Et tu n'es pas du coup complexé par ce qu'on voit de l'extérieur. Parce que finalement, la douceur, comment on va la voir? Si toutes les femmes se mettent à faire des petits mots doux, etc., on va tous se détester, je vous assure. On veut vous voir tel que vous êtes. Il y a des hommes qui sont attirés par des femmes qui sont sur scène. Il y a des hommes qui sont attirés par des femmes qui font de la muscu, qui sont sportifs, athlétiques. Il y a des hommes qui sont attirés par des femmes très éloquentes. Et celles-là, souvent, on ne les voit pas beaucoup. En tout cas, regarde le contexte. Pour des contextes bien non mixtes, c'est ça. Regarde c'est ça, ces qualités non mixtes. Et pourtant, je pense que alors il y a un autre point que je veux marquer, c'est que finalement, parfois l'homme est justement insécurisé parce qu'il se dit que ce fort caractère fait que moi, en tant qu'homme, ma voix ne va plus se faire entendre dans la relation. Que j'aurais trop de travail à faire. Et je trouve que c'est une erreur en fait, c'est une véritable erreur. Parce qu'en fait, il n'y a rien à prouver à l'autre. Ni à la femme de prouver qu'elle est douce si elle ne l'est pas, ni à l'homme de devoir prouver qu'il est autoritaire s'il est plutôt calme. Qu'est-ce que tu en penses, Raoul? Il a dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Mais j'avais déjà intervenu dessus. J'ai déjà... Tu penses quand même... Oui, la douceur, c'est important. Mais pour toi, tu penses que c'est important qu'une femme soit douce plus qu'un homme soit doux? Non, pas spécialement. Je pense que les deux doivent être doux. Comme la Bible dit, que votre douceur soit connue de tous en fait. Je pense que c'est important. Mais c'est un critère quand même pour les hommes d'avoir une femme douce. Et parce que la Bible dit que votre douceur soit connue de tous, mais de tout ce que la Bible dit, on n'en fait pas forcément des critères. C'est ça. D'accord. Donc, au-delà de ce que la Bible dit, si un homme en fait un critère, ça veut dire que c'est vraiment important. La Bible dit aussi qu'on ne doit pas mentir, ou que... Non, est-ce que tu vas dire, je veux une femme qui ne ment pas, c'est un critère. On n'en aime pas, on ne fait pas ça. Parce qu'on sait que nous aussi, des fois, ça nous arrive de tomber, ainsi de suite. Donc, j'ai l'impression
qu'on n'impose pas à l'autre quelque chose qu'on pense que on doit aussi faire. Mais comme on pense que la douceur, c'est l'apanage des femmes, j'aimerais si possible une femme qui est douce. Si elle n'est pas douce, bon, elle n'est pas douce. Mais elle devrait, ou elle pourrait. Mais où j'ai choisi une femme qui n'est pas douce. Non. Cela dit, c'est bien, ça confirme en fait cette pression que les sœurs ont. Que les sœurs ont, mais qu'il faut quand même à un moment donné enlever un peu cette des sœurs, comme ce que Edith disait, et avoir un regard plus équilibré sur comment les sœurs doivent être, même si on est d'accord qu'on est appelé à être douce et que c'est bien d'être des femmes douces, mais après c'est à savoir ce que ça signifie être doux. Mais ouais, on a fait un podcast dessus. Mais enlever la pression derrière, si je ne suis pas une femme douce, je ne passe pas le marché. C'est ça. Non, au contraire, tu as toute ta place sur le marché en fait. Ouais. Moi, je vous ai dit que je sortais du marché. mais bon. L'essence, c'est histoire de marché. Si on passe à un autre critère qui est très important, le respect. Pour ça. Le respect, c'est un critère quand même important pour les hommes. En tout cas, les femmes pensent que les hommes attendaient d'elles qu'elles les respectent. Moi, je pense que on n'a aucun doute que c'est un critère pour les hommes. On va pouvoir nous dire que c'est pas un critère. On est d'accord. Mais j'aimerais savoir c'est quoi le respect pour vous. Comment est-ce que vous vous sentez respecté dans un contexte petite mise en situation? Qu'est-ce qui pour vous montre qu'une sœur vous respecte? Et aussi, je me pose la question, c'est le respect de manière générale, c'est le respect en deux, vis-à-vis de vous, c'est le respect vis-à-vis des autorités. C'est quoi en fait? Parce que je pense que la Bible parle du respect de son mari et des autorités. La Bible parle de plusieurs respects, mais je voulais savoir concrètement c'est quoi ce critère de respect. Toujours Raoul qui commence et tu commences. Ok, il faut dissocier les choses en fait. On doit se respecter mutuellement. C'est indispensable. Nelly est en train de parler, je l'écoute, puis ensuite je parle. C'est une façon pour moi de respecter Nelly, c'est une façon pour Nelly de me respecter. Donc c'est pour moi le respect mutuel qui doit s'appliquer à tous. Maintenant, quand on entre dans une relation, par exemple de fréquentation ou dans une relation de fiançailles, où il y a déjà un cadre affectif et relationnel qui s'établit et un peu plus intimiste, pour moi on ne parle pas encore de cette notion d'autorité en tant que l'homme dans le mariage qui doit avoir le dernier mot selon les principes bibliques pour trancher sur des situations délicates. Donc en fait, le respect, pour moi, même dans les fiançailles, il reste encore comme le respect simplement mutuel, comme on est entre amis, parce qu'il n'y a pas encore d'alliance. Waouh, ça c'est pas un truc qu'on entend souvent, je sais pas pourquoi. Mais du coup, comment tu vas alors savoir si ta femme te respecte pas? En réalité, tu n'as pas à rechercher à ce que ta femme te respecte. Tu n'as pas à le rechercher. J'insiste sur la formulation. Wow. Parce que si ça devient une quête, tu es un homme insecure. Waouh, mais si tu sais que selon les principes bibliques, en tant que, quand tu seras marié, chef de famille, il t'appartient pour des décisions particulières du couple d'avoir le dernier mot et aussi de savoir que dans le dialogue, dans la prière, dans tous ces instruments qui sont en tout commun, parce que finalement, pour moi, le respect qu'une femme donne à un homme, du coup, dans le cadre du mariage, n'est pas quelque chose qui se gagne. C'est quelque chose qui se construit par le caractère. Waouh. Parce que je pense qu'en réalité... Est-ce qu'il y a beaucoup de frères qui pensent comme ça? Je te dis, on peut être quatre. J'ai un exemple. Oui, j'ai un cas concret. Mais les frères ne parlent pas son nom. J'ai un cas concret d'un ami proche à moi dont je ne citerai pas, qui, parce que je connais un peu sa relation avec sa fiancée, a voulu user de ce droit de respect. Et dans une conversation, il m'expliquait justement que il pense que si sa fiancée, du coup, ne le respecte pas maintenant, qu'en sera-t-il plus tard? Et j'ai eu plutôt l'approche de lui dire, fais attention, c'est seulement par ton caractère que tu peux l'amener à comprendre quel est ton point de vue. Mais en aucun cas, tu ne peux essayer de gagner ce respect maintenant dans les fiançailles parce que tu n'es pas encore chef de famille.
Tu n'es pas encore cette autorité qui te permet, et même quand tu serais cette autorité, tu resterais toujours dans le modèle de Christ de roi serviteur, celui qui lave d'abord les pieds avant d'envoyer en mission. Ouais, frère. Mais quand tu dis ça, voilà, je vais faire rebondir Raoul parce que je pense qu'il est forcément d'accord. Quand tu dis ça, je me demande, ça sert à quoi de chercher une fille respectueuse. J'entends souvent ça. Ah, en plus, elle est très, très respectueuse et tout. Ça veut dire qu'on peut être respectueux de manière générale. Et je me demande si, du coup, le fait d'être respectueux de manière générale ne va pas naturellement couler dans ton mariage. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Raoul, sur cette question. C'est par rapport à ce que Elia a dit aussi, parce que bon, je trouve que ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Non, je pense qu'on n'entend pas souvent ça. Non. Et d'ailleurs, tu es d'ailleurs surpris. Je suis surpris. Je ne pense pas que je peux m'engager dans une relation avec une femme qui ne me respecte pas. Je suis désolé, je ne pourrais pas. Et ça signifie quoi pour toi ne pas te respecter? En fait, je pense déjà qu'entre un homme et une femme, ce que la Bible demande, en fait, c'est que la femme soit soumise au mari. Je pense que dans la notion de soumission, il y a un peu plus que le respect. Je dois respecter les frères et sœurs en assemblée. Quand on est en assemblée, on se respecte. Je pense que par rapport à mes autorités spirituelles, je pense que je leur dois un peu plus que le respect quand même. Par exemple, à mon pasteur, je dois un peu plus que le respect. Je pense qu'un homme, déjà, ne parlons pas seulement de la femme, parlons déjà d'un homme qui n'arrive pas à être soumis à ses autorités. Je veux dire, qui ne respecte déjà peut-être pas ses autorités. Je pense c'est dangereux pour une femme de se mettre avec ce type d'homme en fait. C'est-à-dire que s'il ne respecte pas ses autorités, je veux dire, demain en fait, tu te mets quand même sous la bannière de cet homme-là. Et si jamais tu veux être cette femme respectueuse, il va vous mener n'importe où il veut. C'est dangereux. Je pense qu'il faut des garde-fous. Un exemple d'homme qui ne respecte pas ses autorités, c'est un frère qui fait quoi, par exemple? Comment on peut connaître un frère qui ne respecte pas ses autorités? Qui parle peut-être mal de ses pasteurs, de ses autorités. Moi, je pense qu'on peut critiquer, on part un point de vue sur un enseignement ou quelque chose de ce genre, mais parler mal de la personne, en fait, ou la dénigrer, ou parler dans la manière dont on parle à quelqu'un, on voit aussi si tu le respectes ou pas. Je peux ne pas être d'accord avec mon pasteur, il y a des points où je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai souvent échangé avec mes pasteurs, on discute, mais on voit bien qu'il reste le pasteur et que je reste le fidèle en fait. Oui. On dit souvent qu'il faut regarder comment un homme parle à ses parents, ou à sa mère, pour savoir comment est-ce qu'il va te traiter toi. Non, peut-être ça rejoint un peu cette idée du respect. Et du coup, comment est-ce que tu le transfères sur une sœur? Je pense qu'une sœur aussi, de la même manière, qui ne respecte pas déjà, dans le contexte frères et sœurs, qui ne respecte pas les frères ou les sœurs, même qui le parlent mal, exagérons le terme, qui parle mal, qui n'a pas forcément pas la considération pour les autres, qui cherche toujours à avoir les derniers mots et qui n'agit que selon bon, c'est vrai qu'il faut agir selon ses convictions, mais qui ne fait qu'à sa tête. Oui, je pense que quand même. Donc du coup, en fait, la définition du respect n'est pas liée à l'homme en soi, mais liée au respect qu'on peut avoir de manière générale avec d'autres personnes, qu'elles soient des figures d'autorité ou des gens du même niveau d'âge, par exemple. Et toi, ça te donne un faisceau d'indices pour dire que cette personne n'a pas le caractère du respect et ça ne va pas venir dans le mariage, quel que soit l'amour que je lui propose. Ça pourrait venir, mais il y a un frère très sage un jour qui m'a dit, ça pourrait s'améliorer dans le mariage, comme ça pourrait devenir pire. Mais quand tu choisis la personne aujourd'hui, sois sûr que tu vas vivre avec elle. Si jamais le Seigneur ne fait rien, prends ça en compte. Quoi. Ça ne change pas, tu vivras avec la personne comme elle est. Voilà. Et ça peut devenir pire comme ça peut devenir mieux. Non, du coup, pour finir sur ce sujet-là, tu penses que une sœur doit être respectueuse de manière générale et
plus respectueuse envers la personne qu'elle envisage d'épouser. En fait, tu ne peux pas être attiré ou intéressé par une sœur qui ne te témoigne pas du respect. Non, d'abord pas du respect, parce qu'on se respecte. Moi, je ne veux pas aller dans le cas extrême de la sœur qui fait à sa tête et tout. On se respecte globalement dans les groupes. Mais tu veux qu'elle te témoigne un respect particulier. Sauf que je me pose la question, comment est-ce qu'elle va te témoigner un respect? Elle te témoigne un respect particulier en tant que qui? Moi, je vais témoigner un amour particulier en tant que... Essaye que tu lui témoignes un amour particulier. Là, on est dans quel cadre? C'est dans un cadre. C'est dans un cadre. Oui, parce que je pense qu'il faut positionner le cadre pour qu'on comprenne bien. Ok, non, si c'est juste un cadre en fait de relation frère et sœur, je pense que normalement il n'y a que le respect qui est demandé. Mais si excuse-moi de te couper. Donc, en gros, cette notion de respect, c'est puisqu'on parle des attentes des filles, elles ne doivent pas se mettre dans une situation de respect dans le sens mari et femme avec tous les frères. Non. Je pense que c'est de ça dont on parle généralement. Ah, d'accord. Parce que les sœurs, je ne pense pas qu'elles sont irrespectueuses. Enfin, après, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours avoir un pic où on dit que là, tu as un peu. Mais je ne pense pas qu'elles soient irrespectueuses. Cependant, elles pensent qu'elles doivent faire preuve de respect particulier, d'un respect particulier, du simple fait que ce sont des frères et potentiels maris. Et là, ce que tu dis, et en gros tu rejoins finalement Eddie, c'est que à part le respect mutuel que tu dois tout être humain, tu ne dois pas forcément faire plus, quoi. Oui, tu ne dois pas forcément faire plus parce que tu penses que c'est le caractère d'une femme. Oui, tout à fait. Je pense que tu ne dois pas faire plus parce que tu ne dois pas. Je pense que tu ne dois pas changer ta nature parce que pour ces intérêts. Quand tu es dans un cadre de frères et sœurs en Christ et quand tu es dans un cadre de fiançailles ou de fréquentation ou un truc comme ça, là, ce que tu dis. Je pense qu'une femme, je pense que ce que le Seigneur demande, en fait, l'homme doit aimer sa femme, je pense comme Christ a aimé l'Église, ça c'est l'idéal. Sa femme ou sa fiancée? Ok. Oh là là. Sa femme, sa fiancée. Je voulais proposer que pour cette première partie, qu'on a 45 minutes, on ne veut pas regarder plus longtemps, qu'on clôture et qu'on enchaîne sur une deuxième partie qui va parler plutôt de quels sont les vrais attentes des hommes. Ok. Donc restez connectés si ça vous intéresse. Attendez le prochain podcast. Et à tout de suite. À tout de suite. It's a beautiful day.